Alors comme on l'a vu dans le chapitre précédent, le problème c'est que maintenant qu'on a importé des grosses librairies, ces librairies ajoutent un poids assez conséquent à notre fichier bundlé. On se retrouve avec ici par exemple pour jQuery un 265 kg de JavaScript, ce qui n'est pas forcément tip top. Donc en général lorsque l'on publie un projet, ce que l'on fait c'est qu'on minifie le JavaScript. On remplace toutes les variables par des variables très courtes et on renomme toutes les fonctions pour que ça prenne moins de place. On enlève les espaces et les commentaires. Donc on a la possibilité de faire ça avec Webpack. Donc en plus du système de loader, Webpack nous offre la possibilité d'utiliser des plugins. Il en existe pas mal par défaut qui sont listés dans la partie plugins de la documentation. Donc on en verra certains parmi cette liste-là, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Uglify.js Webpack plugin. C'est ce plugin-là qui était utilisé en interne lorsqu'on avait utilisé le drapeau Optimize. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le mettre directement dans la configuration et il vous permettra de minifier le JavaScript. Donc au niveau de votre terminal, il vous suffit d'importer cette dépendance-là. Donc je coupe mon serveur de développement et je fais un coup de npm i -safedev ou -d majuscule et j'installe Uglify.js Webpack plugin. Une fois qu'il s'est chargé, je vais aller modifier mon webpack.config.js et je vais lui dire tout en haut de charger ce nouveau plugin. Donc je crée une constante que je vais appeler Uglify.js plugin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et ensuite vous faites un require et vous allez charger ce nouveau plugin. Donc c'est Uglify.js-webpack-plugin. Pour l'utiliser, il vous suffit de rajouter une nouvelle clé dans la configuration. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu pour le moment, qui est la clé plugins. Cette clé-là contient un tableau qui contient la liste des plugins que vous souhaitez utiliser. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle instance de Uglify.js plugin. Donc c'est new, espace, Uglify. Alors je ne sais pas pourquoi il veut à tout prix modifier mon code. Il y a peut-être un bug avec mon IDE. Voilà. Et j'instancie mon Uglify.js plugin. Maintenant, si je coupe mon npm rundev et que je le relance, je vois que le fichier qui est sorti ne pèse pas 260 kg comme tout à l'heure, mais seulement, entre guillemets, 88 kg. Si je regarde le fichier bundle.js en sortie, je me retrouve avec un fichier qui n'a plus aucun commentaire et qui est entièrement minifié. Fichier qui d'ailleurs continue à fonctionner côté navigateur. J'ai toujours mon JavaScript qui va mettre au niveau de mon body le background color. Le problème c'est que ça c'est un comportement que l'on veut effectivement en production mais que l'on ne veut pas en développement. Parce que le problème c'est que si au niveau de mon app.js, j'ai changé d'éditeur au passage pour éviter qu'il me fasse trop galérer. Mais si au niveau de mon app.js, je mets un console.log de salut, moi j'ai envie qu'au niveau de mon inspecteur, il me dise à quoi ça correspond. Si je regarde là, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Ça ne m'aide pas du tout de savoir que c'est dans ce fichier minifié. Donc on va avoir besoin de changer légèrement la configuration, que l'on soit dans un environnement de développement ou dans un environnement de production. Donc pour faire ça, la meilleure solution, ou en tout cas la solution la plus simple, c'est d'utiliser une variable d'environnement. Du coup, au niveau de mon package.json, je vais créer un nouveau script que je vais appeler prod. Donc on va lui dire, lorsque tu fais un npm run prod, tu vas lancer Webpack, mais lorsque tu fais un npm run dev, tu vas lancer Webpack en précisant juste avant qu'on aura une variable d'environnement node_env qui sera égale à dev. L'avantage, c'est que les variables d'environnement sont très faciles à récupérer au niveau du script Node.js. Donc dans notre webpack.config.js, je vais créer une nouvelle constante dev et je vais lui dire que c'est process.env et je récupère la clé node_env. Si ça c'est égal à dev, ça veut dire qu'effectivement on est dans l'environnement de développement. L'avantage, c'est que derrière, ça va me permettre de changer légèrement la configuration. Je vais ici créer plutôt une variable de configuration que je vais exporter plus tard. Ça me permettra de la modifier entre temps. Donc je fais un module.export et j'exporte ma configuration. Et juste avant, je vais lui dire si on n'est pas en développement, dans ce cas-là, je veux que tu prennes dans la configuration les plugins et que tu pushes un new Uglify.js plugin. Et du coup, je l'enlève de la configuration par défaut. De la même manière, je ne veux que tu lances le watch que si on est en dev. Maintenant, si je fais un coup de npm run dev, je vois qu'il lance avec l'environnement node_env à dev et il est bien en mode watch et j'ai 271 kilobits. Si je fais un coup de npm run prod, il va être cette fois-ci en mode production, il lance simplement la commande webpack et il va minifier mon JavaScript. Donc là, j'ai bien mis en place ce switch entre un environnement de développement et un environnement de production. Autre petite précision,
la possibilité de débugger les choses. Si je mets un npm run dev et qu'au niveau de mon JavaScript, je laisse mon console.log, lorsque je réactualise la page dans ma console, on me montre la ligne dans le fichier bundlé. C'est dans ce fichier-là, on me dit, bon ben voilà où ça s'est arrêté. Mais ça, c'est pas forcément très pratique à débugger, parce que je le vois à la ligne suivante, il écrit quelque chose qui ressemble un petit peu à rien. Moi, j'aimerais bien qu'il me dise dans lequel de mes fichiers originaux se trouvait cette ligne-là. Donc là, on a besoin de mettre en place des source maps. Des source maps, c'est un fichier ou des commentaires qui permettent de dire au navigateur, bon ben la ligne que tu es en train d'analyser se trouvait dans ce fichier-là. Et ça permet de simplifier un petit peu le développement. Et normalement, par défaut, les source maps sont préactivées, mais si vous allez dans les paramètres, il faut que vous ayez bien cette case d'activer. Pour les activer côté Webpack, vous allez dans la partie configuration et on a une partie DevTool. Donc globalement, par défaut, c'est à false et on peut la mettre à true ou indiquer une de ces valeurs-là. Donc il y a plein de valeurs parce que chacune a des avantages et des inconvénients. Donc il y a des méthodes qui permettent de pas trop impacter le temps de rebuild, mais qui permettent de moins montrer de choses. Donc moi en général, celle que j'utilise, c'est le cheap module eval source map. Ça a l'avantage d'être rapide au moment du rebuild et de vous montrer la ligne dans le code original. Donc ça ne vous montre pas la colonne, mais déjà rien que de vous montrer la ligne, c'est pas mal. Donc dans ce cas-là, si vous voulez l'activer, vous prenez cette configuration-là. Dans votre partie configuration, vous allez lui dire « Je veux le DevTool » et je veux que ce DevTool corresponde à ça. Mais il ne doit correspondre à ça que si on est en développement. Donc ici, je vais mettre « Si on est en développement, dans ce cas-là, on va mettre ça. Sinon, on mettra simplement « False ». Ou sinon, ce que l'on peut faire, c'est générer un fichier de configuration à côté. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser source map. Et c'est ce que je vais faire pour l'exemple. Alors attention, si vous utilisez Uglify, et c'est exactement ce que l'on fait, Uglify, lui, il enlève les source maps, il les ignore complètement. Forcément, vu qu'il va modifier le code, bon, on n'aura plus les relations de fait avec le code. Mais c'est pas bien grave, parce que si vous regardez la documentation du plugin Uglify justement, vous allez voir que vous avez la possibilité de préciser dans les variables de configuration que vous voulez activer les source maps. Donc si vous souhaitez exporter quand même ce source map, même en production, il faudra penser à mettre ça au niveau des variables de configuration de Uglify. Donc je sais que ça fait beaucoup d'informations, on va se faire une petite pause tout de suite. On relance un coup de npm run dev. Il a bien compilé les fichiers JavaScript. Je vois que mon bundle.js est beaucoup plus gros au passage, mais c'est pas bien grave. Et si je réactualise ma page, dans la partie console, hop là, que j'ai fermé par inadvertance, il me montre bien mon salut et il me dit ça correspond à ce fichier, au fichier app.js. Et lorsque je clique dessus, ça me permet de voir la ligne dans le fichier original, ce qui est beaucoup plus simple pour débugger. De la même manière, je peux faire ça si j'utilise le système de debugger. Au niveau de mon app.js, je vais faire une variable par exemple a qui vaut 3 et ensuite je vais faire un debugger. Si je sauvegarde et que je réactualise la page, il va bien s'arrêter au debugger et me montrer mes différentes variables. Alors après, attention, pour toutes les variables qui ont été importées, on voit dans le scope qu'elles ont des noms différents. C'est tout simplement dû au fait que même si vous montre les lignes originales, lorsqu'il fait le bundle et qu'il fait les require, ça a été complètement renommé. Donc il faut faire un petit peu attention si vous voulez retrouver les choses. Mais je vois bien que je peux inspecter ma variable 3 et je peux avancer comme ça de ligne en ligne. Donc les source maps, c'est vraiment un outil indispensable pour bien travailler. Si maintenant, je laisse continuer et que je fais un npm run prod, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien me générer mon bundle.js comme je lui ai demandé et aussi générer le bundle.js.map qui est un fichier qui va être à côté de mon bundle.js et qui contiendra tout un tas d'informations. L'avantage, c'est que comme pour mon système précédent, si j'actualise, donc il ne va pas s'arrêter parce que le minify enlève les debuggers, mais je peux voir au niveau de mon console où ça se trouve dans le fichier original. Et en cliquant dessus, j'ai bien la bonne ligne dans le fichier original. Donc les source maps peuvent vous permettre, si jamais des gens vous envoient des messages d'erreur ou vous envoient des sorties de console, de mieux comprendre de quoi il en retourne. Ou si jamais vous avez des exceptions, ça vous montre où l'exception a été renvoyée par rapport au fichier original. Et ça, c'est plutôt intéressant. Autre petit détail, tant qu'on est en train de parler de performance, on va parler rapidement du lazy loading, qui est, selon moi, qui a tout à fait sa place dans ce chapitre-là. Le lazy loading va vous permettre de mettre en place un chargement différé pour certains de vos JavaScript. Alors, je vais dans la documentation, et ça, c'est plutôt dans la partie guide. Et c'est lazy loading.
Alors le principe est relativement simple. Si jamais vous avez des JavaScript qui ne sont pas chargés tout le temps et qui vous en avez besoin qu'à certains moments, ça peut être intéressant de les charger seulement lorsque vous en avez besoin. C'est par exemple ce que j'utilise sur GraphiCart pour l'éditeur qui vous permet de taper du texte. C'est un éditeur qui a besoin de pas mal de JS pour fonctionner, qui pèse lourd et tout le monde n'en a pas besoin. Seulement les utilisateurs qui peuvent poster un commentaire ou qui peuvent écrire sur le forum. Donc dans ce cas-là, je ne le charge que quand j'en ai besoin. Pour notre exemple, on va essayer de lazy loader jQuery. Donc on va imaginer au niveau de notre page HTML avoir un petit bouton. Donc on va créer un petit bouton qui va avoir la classe btn, btn-primary. Et on va lui donner un ID, on va l'appeler button, tout simplement, et on va mettre cliquer ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est la même chose que mon JavaScript tout à l'heure, mais je vais lui dire seulement qu'on va cliquer sur le bouton. C'est un petit peu stupide, mais c'est pour l'exemple. Donc je vais lui dire, je sélectionne en faisant un document getElementById, l'élément qui a l'ID button, et je lui ajoute un listener, et lorsque l'on clique dessus, je veux que tu lances cette fonction-là. Fonction qui va changer le fond avec jQuery. Le problème, c'est que je n'ai besoin de jQuery qu'à ce moment-là. Et je n'en ai pas besoin dans les autres lignes. Ce que j'ai envie de faire du coup, c'est de lazy loader jQuery et de ne le charger que là. Parce que par défaut, si je fais ça, il le charge tout le temps et mon fichier se retrouve à peser, comme on l'avait vu, pas mal de kilos. Donc le lazy loading fonctionne très simplement, hein. Il vous donne un petit exemple, mais globalement, il faut faire un import et dire ce que vous voulez importer. Et ensuite, vous prenez en paramètre les différents modules. Donc par exemple, dans mon cas, c'est plutôt simple. Je vais lui dire ici, j'enlève ça. J'importe jQuery, et ça c'est une promesse, et je lui dis lorsque c'est importé, je vais avoir en premier paramètre jQuery, et voilà la fonction à exécuter. Et la fonction à exécuter, ça sera ça. Et du coup, ici, je renomme jQuery en $. Mais on pourrait s'imaginer importer d'autres librairies. Si on importe plusieurs librairies, on aura plusieurs paramètres à cette fonction-là. Donc ça devrait marcher, mais si je regarde au niveau de ma console, il me sort une erreur, comme quoi l'import et l'export ne doivent apparaître qu'en haut. Lui, il s'attend effectivement, comme d'habitude, à avoir les imports tout en haut. Et du coup, il râle un petit peu. Donc pour éviter ce problème-là, on doit, au niveau de notre Babel RC, dans les propriétés, lui préciser les modules, je ne veux pas que tu les convertisses en ES 2015. En ES5, parce que Webpack est capable de les gérer, donc il n'y a pas besoin de les convertir en require. Malgré tout, même en faisant ça, ça a continué à bugger chez moi. Donc j'ai rajouté un autre module par-dessus. Donc c'est un plugin. Donc vous allez couper ça et vous faites un coup de npm install -d majuscule. Et vous allez installer babel-plugin-syntax-dynamic-import. Voilà, donc c'est un petit plugin qui va vous permettre d'avoir des imports dynamiques et de ne pas paniquer dès qu'il voit des imports un petit peu partout. Maintenant que c'est installé, au niveau de votre Babel RC, on va rajouter le plugin qui s'appelle donc syntax-dynamic-import. Je sauvegarde et je relance un coup de npm run dev. Cette fois-ci, je vois qu'effectivement, je n'ai pas d'erreur et il a émis un bundle.js qui fait 7,58 kg. C'est pas mal, mais on a un autre fichier qui, lui, en pèse 777. Alors pourquoi ? Parce que lorsque je vais charger ma page, en fait, il va charger seulement les JavaScript dont j'ai besoin. Donc au niveau de ma partie network, il ne charge que mon bundle.js, qui lui est du coup super léger. Si maintenant je clique sur le bouton cliquer ici, dans ce cas-là, il va charger le 0bundle.js. Et une fois qu'il aura chargé ce 0bundle.js, il va exécuter le code et du coup me mettre le fond d'une certaine couleur. Alors je vais changer légèrement le code pour qu'il mette une couleur que je puisse différencier. Et on voit aussi au niveau du terminal qu'il y a une petite erreur. Il n'a pas réussi à trouver ce fichier-là. Parce que par défaut, il part du principe que tous les fichiers qui vont être sortis seront situés à la racine, ce qui n'est pas mon cas. Donc il va falloir lui préciser, dans la configuration, les fichiers de sortie se situeront dans le dossier /list. Pour faire ça, il faut revenir dans la partie configuration. Donc c'est dans la partie output. Et on a ici le public path. Le public path va lui permettre de savoir un petit peu où se situent les fichiers. Et ça lui permet de bien mettre les bonnes URL. Donc dans mon webpack.config.js, dans la partie output, je rajoute ma clé public path. Et moi, ça sera /dist. Je sauvegarde, je relance un coup de npm run dev vu que j'ai changé la configuration.
Ça n'a rien changé au niveau de l'output. Par contre, si maintenant je réactualise et que je clique, il charge bien le bundle.js et ensuite ma page devient grise. Donc ce système vous permet de casser un petit peu votre JavaScript en plusieurs JavaScript et de mettre en place un système de lazy loading pour ne charger des grosses librairies JavaScript que quand c'est nécessaire. Donc ça peut être très utile par exemple dans un back-office où vous avez tout un éditeur WYSIWYG qui pèse un certain nombre de kilos en général, hein, genre les TinyMCE et compagnie, c'est pas mal volumineux en général. Vous allez pouvoir lui dire, c'est que quand je trouve un texte ARA qui a la classe WYSIWYG que je vais commencer à charger tous ces trucs-là et que ça va se mettre en place. Si maintenant je reclique sur le bouton, au niveau de mon network, il ne fera pas la demande. Il sait que le bundle.js a été chargé et du coup, il réutilise le code directement qu'il a déjà préchargé. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à utiliser pour éviter de vous retrouver à voir des gros fichiers JavaScript, surtout si vous avez besoin d'un JavaScript qu'à un seul endroit sur votre site web. Et ça va fonctionner aussi lorsque l'on est en production. Donc si je fais un npm run prod, dès la mise en production, il va générer les bons fichiers, il va en générer 2, et les fichiers map associés parce que j'ai demandé les sources map. Si je réactualise la page, j'ai bien mon bundle.js qui lui maintenant est ultra léger, on voit 1,8 kilobits. Et si je clique ici, il a chargé la partie, le second bundle avec jQuery et mon fond est devenu gris. Donc voilà comment optimiser les choses. Si je récapitule, on a vu dans le webpack.config.js comment utiliser une variable d'environnement pour savoir sur quel environnement on est. Et ensuite, on a vu comment activer ou désactiver des plugins suivant l'environnement sur lequel on est. Si on est en dev, on se met en mode watch. Si on est en dev, on active certains systèmes de source map. Et si on n'est pas en dev, justement, on met en place le Glyphi. Donc maintenant, vous savez bien utiliser Webpack pour compiler du JavaScript. Donc ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est comment on peut utiliser aussi Webpack pour le CSS. Et là, c'est un petit peu plus étrange.